Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review Cinoche. Ça fait un petit moment qu'on en a pas fait. Quoique non, je dis des conneries, ça doit faire un mois qu'on en a pas fait. On va parler bien évidemment du film événement de cette fin d'année. Nous allons parler d'Avatar, The Way of the Water, la voix de l'eau en bon François, que j'ai été voir la semaine dernière. Et donc je vais parler aujourd'hui. Et c'était plutôt cool. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler, c'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, alors moi, Avatar 2 de base, je l'attendais pas trop, parce que je me suis dit, putain, 12-13 ans après le premier, c'est un peu long, est-ce que la hype est pas passée? Je me suis dit, bon, apparemment, il commence à faire un meilleur démarrage que le premier, donc tout va bien se passer pour James Cameron, hein. J'avais lu aussi quelque part qu'il fallait en fait, pour que le film soit, ne serait-ce que à zéro dans les comptes, il faut que le film soit le plus vu de tous les temps. Faut qu'il batte Avenger Endgame et tout, il faut qu'il batte le premier Avatar et tout. Tu te dis chaud, mais pourquoi pas. Alors, c'était censé être une révolution visuelle. Alors, peut-être que c'est parce que j'ai pas été le voir dans une bonne salle, que je suis allé le voir à 22h dans une salle 3D normale. Je pense que j'aurais dû tenter la salle 4D, 4DX ou une salle Ice, là, un peu stylée, qu'il y a sur Brest. Mais il n'y avait pas de séance à l'heure que je voulais. Alors c'était très beau, très bonne 3D, mais je pense que c'est dû à l'écran où je l'ai regardé qui était un peu obsolète, parce que j'ai trouvé que les images, enfin l'image était un peu terne quand même. Donc j'ai pas appris une méga... Après je suis à moitié myope, donc j'ai pas vu les giga détails de fou et tout, ça fait très réaliste dans la manière de bouger et tout, mais j'ai pas été totalement soufflé, même si la 3D fonctionne très bien et tient tout le long du film. Hein, parce que la plupart du temps quand tu regardes des 3D, déjà les trois quarts des films 3D qu'on va voir, c'est des films convertis en 3D, pas tournés en 3D, au bout de 20 minutes tu vois plus la 3D, tu t'en bats les couilles. Et là, tout le long du film, on voit la 3D. Or, j'ai pas eu de problème de HDR ou je sais pas quoi, parce que franchement, j'ai pas. Encore une fois, j'ai des yeux de merde, donc peut-être que je l'ai pas ressenti. Mais j'ai pas vu les problèmes de 60 images par seconde ou je sais pas quoi que j'ai entendu un peu parler. J'ai pas vu la diff. Donc peut-être que c'est l'écran que je l'ai vu qui était éclaté. Peut-être que c'est moi qui ai des yeux éclatés. Peut-être que c'est les deux. Je ne sais pas. Oui. Mis à part ça, en vrai, ça fait quand même du bien de voir un film grand spectacle qui n'est pas une adaptation de comics ou une adaptation de bouquin, qui est un truc pur produit cinématographique, totalement original, enfin totalement original, on s'entend, hein, évidemment, ça pique des idées d'un peu partout, mais c'est un produit qui a été créé pour le cinéma, créé pour le grand spectacle, et ça fait plaisir, parce que du coup, on n'est pas, il n'y a pas le côté déception de comment ils ont gâché une bonne idée d'un comics ou d'un bouquin, il n'y a pas de non-respect de la mythologie, c'est on découvre vraiment de zéro le délire. Donc déjà ça fait plaisir, ça fait du bien. Et franchement le film est cool, hein. Le film est cool, beaucoup d'émotions, moins d'humour que dans le premier. Il me semble que dans le premier il y avait quelques vannes quand même. Là j'ai pas trop vu d'humour dans celui-là. Mais en tout cas, franchement le récit est cool. Les scènes d'action sont assez différentes du premier. On exploite plus la taille des navis, plus le côté acrobatique, même quand il y a des trucs sous l'eau, c'est vachement stylé. Ça marche plutôt bien visuellement, c'est un vrai spectacle de bout en bout. Même les scènes d'action, elles sont vraiment pensées à l'ancienne, à la James Cameron. Bon, je vais certainement spoiler dans cette review, je ne l'ai pas dit, mais je le dis, j'ai certainement spoilé. Notamment la bataille de fin sur le bateau, pendant qu'il est en train de couler, tu dis, oh le gars, il a ressorti ses tricks de Titanic. Parce qu'il y a vraiment, tu sais, dans les scènes d'action à l'ancienne, il y avait toujours quelque chose qui se passait autour du combat. Alors que dans les films Marvel, par exemple, il y a juste le combat, tu vois. Ils se battent et c'est tout. Il n'y a pas le délire de les trucs se renversent, faut faire attention à l'environnement, il y a des espèces d'obstacles et tout. Il n'y a plus trop ce délire-là. Mais dans ce film-là, il y a ce délire-là. Dans chaque scène d'action, t'as des obstacles, t'as des péripéties un peu extérieures au délire. Il y a des problèmes qui arrivent qui fait que le truc est toujours intéressant à regarder. C'est toujours palpitant à regarder. Donc ça, c'est cool. J'ai kiffé. En termes de spectacle, c'est spectaculaire. Ça fonctionne de ouf.
Oui. Ensuite, niveau histoire, l'histoire aussi est plutôt cool. Alors on se retrouve une quinzaine d'années, voire presque une vingtaine d'années après le premier opus. Je pense que ce laps de temps est dû très certainement au fait que la Terre et Pandora sont éloignés de plusieurs années de voyage. Je sais plus, j'ai pas revu le premier, mais il me semble que c'est 7-8 ans, je crois, de voyage pour aller de la Terre à Pandora. Du coup, c'est pas étonnant, parce que si à la fin du premier, ils ont dit aux humains de se barrer, les humains se sont barrés, le temps qu'ils arrivent sur Terre, qu'ils se préparent et qu'ils reviennent, bon bah il se passe 15 piges, c'est logique. Donc on retrouve Jake Sully, et j'ai oublié comment s'appelait sa gonzesse. J'ai oublié comment elle s'appelait, mais on s'en fout. On retrouve Jake Sully, qui du coup est devenu le chef des Omaticaya, qui fait sa vie, qui a 4 gosses, qui a 3 gosses, et qu'on adopte une, parce que l'avatar de Sigourney Weaver, qui était morte dans le 1, est tombée en cloque. Bon, on sait pas de qui, on sait pas pourquoi. Bon, pareil, je vais y revenir, mais il y a quand même l'histoire est très bonne. Il n'y a pas de souci, le scénario est très bien, même s'il y a des petits tricks un peu cousus de fil blanc. Et donc, elle a, parce que son avatar n'est pas mort, en fait. Son avatar est dans le coma, mais elle est morte. Et ils avaient demandé à Ewa de transporter son esprit dedans, ça n'avait pas marché. Ça avait marché pour Jake Sully, mais ça n'avait pas marché pour... a priori, ça n'avait pas marché pour Sigourney Weaver, j'ai oublié comment s'appelait son personnage. Mais apparemment, moi, ma théorie, c'est que en fait, le Ewa, il l'a sauvegardé dans son... Il a fait un bébé, quoi, au lieu de la sauvegarder, parce que la gamine est jouée par Sigourney Weaver aussi. Donc, j'imagine qu'il y a un délire comme ça. Ça va être l'espèce de Jésus bleu, c'est ça, en fait, le délire. Ça va être la Jésus des navis. Hein, parce que même le coup de vers la fin, ouais, j'ai dit que je spoilais, vers la fin, quand elle se met à contrôler les éléments, quand elle se met à contrôler les animaux, bon, ouais, t'as compris. Tu dis, ouais, c'était sûr et certain que ça allait être ça, qu'elle allait comprendre, qu'elle allait réussir à manipuler les animaux pour foutre une branlée aux méchants, c'était évident. Donc c'est certainement une Jésus des navis. Donc oui, il a ses nouveaux enfants, donc il y a l'aîné qui est un peu le fils modèle, et t'as le deuxième qui est un peu la tête brûlée. Et je suis désolé, hein, je le déteste, voilà, c'est un connard. Le second fils, là j'ai oublié son nom, le second fils de Jake Sully, c'est un connard. Tout ce qui arrive de mauvais dans le film, c'est de sa faute. J'avais envie de rentrer dans le film, lui mettre une grosse gifle. Ok, il fait 2 mètres, mais je l'aurais giflé quand même. Parce que à chaque fois, en fait, le gars dit tiens, on va aller voir où mon père il a foutu une branlée aux méchants dans le 1. Il emmène, tiens, ils savent que c'est dangereux, qu'on leur a dit de pas y aller. Il emmène quand même la gamine, la petite sœur, il l'emmène quand même. J'ai envie de dire, mais fils de pute. Il la prend, il prend le petit gamin humain là qui est le fils du méchant, Quaritch, je crois, c'est ça son nom, qu'il avait laissé là parce qu'en fait, on savait pas qu'il avait un gamin, mais il avait un gamin. Et du coup, comme il était trop petit pour être congelé pour arriver sur Terre, ils l'ont laissé ici. Bref. Et le gars, ils sont dans la forêt, il voit qu'il y a les nouveaux avatars, les méchants avatars qui sont là. Il fait, viens, on va voir plus près. Fils de pute. Mais en même temps, ils ont l'excuse que souvent je sors, c'est un truc qui me rend fou dans certains films d'action ou d'horreur, c'est que t'as l'impression que les personnages n'ont jamais vu de film. Parce que moi, il y a des situations, je me retrouve dans certaines situations, je fais « Eh, ça, c'est dans les films où ça part toujours en couille. » Donc je dis « Je vais pas y aller, tu vois. » Mais là, ils ont une excuse, ils vivent dans des arbres, ils ont pas de télé, ils ont jamais vu de film, donc il est con. Ça, on peut l'admettre, mais c'est un peu too much quand même. Parce que tu le fais une fois dans le film, je dis « Ok, tu le fais 4 fois, va niquer ta mère, à un moment donné. » Va niquer ta mère. Parce qu'à chaque fois que les gosses de Jake Sully se retrouvent en danger, c'est parce qu'ils ont suivi ce connard. À chaque fois. Et à chaque fois, t'as la petite qui arrive, je peux venir avec vous. Et ils font oui. Mais non, la gamine de 10 ans, tu la laisses à la maison. Tu vas tout seul, tu vas entre grandes personnes à la limite. Mais t'emmènes pas les gamins, putain de merde. Bref. Ça, nous avons Quaritch, le méchant du 1, qui est censé être mort. On dit, il est de retour, ce bâtard. Et oui, il est de retour. Parce que la société, j'ai oublié comment s'appelait la société, qui avait posé sa base sur Pandora, avait sauvegardé les souvenirs de Quaritch dans une espèce de puce, et ils ont été capables de les intégrer, hein, et ils ont sauvegardé sa conscience et ses souvenirs, ils ont réussi à les intégrer dans un avatar. Mais là, je pose quand même la question, mais c'est quoi ce niveau de technologie de psychopathe, en fait? Je veux dire, vous êtes capable vous êtes capable de cloner la conscience de quelqu'un. Mais si vous êtes capable de faire ça, pourquoi vous vous emmerdez à aller faire chier les navis, en fait? Bande de merde. Ils sont capables de faire un truc pareil. Mais c'est... Je veux dire, c'est genre un rêve. C'est un rêve transhumaniste, le truc. C'est-à-dire, pour arriver à ce niveau de technologie, c'est un truc de fou. Et les mecs, ils vont quand même se faire chier à emmerder Pandora, en fait.
Je dis mais faites des robots et puis on n'en parle plus. Qu'est-ce que t'en as à foutre que la Terre, il n'y a plus d'oxygène? Tu peux faire des putains de cyborgs. Donc, je comprends pas. Vous pouvez même vous pouvez même fabriquer des corps artificiels qui sont pas de votre espèce. Mais fabriquer un humain qui peut respirer du CO2, bande de connards, pourquoi vous faites chier à faire ça en fait? Donc la technologie là-dedans, j'ai vu ça, bah ça m'a pas sorti du film, et je fais mais c'est quoi ce délire? La technologie de fou, même dans Star Wars ils peuvent pas faire ça. Vous pouvez, dans Star Trek ils peuvent pas faire ça. Vous arrivez à faire ça, et vous venez couper du bois sur Pandora, mais qu'est-ce que vous racontez là? C'est quoi ce délire? Vous pouvez faire des trucs de fou. Pourquoi vous allez niquer notre planète? C'est débile. Enfin bref, il y a ça, donc Quaritch revient avec ses Marines. Et bon, par contre, il y a un défaut du film. Bon, un défaut qui est contrebalancé dans le film, mais c'est que les humains arrivent, c'est vraiment, on est les méchants. On crame toute une forêt direct parce que ta gueule. En plus, les mecs viennent d'une planète qui est en train de crever à cause de la pollution, à cause du fait qu'ils ont fait de la merde. Ils arrivent sur une autre nouvelle planète, premier truc qu'ils font, on va cramer la forêt amazonienne. Je dis, mais niquez vos mères. Et en même temps, ils sont assez cons pour faire ça, mais en même temps, ils ont les moyens de te cloner ta putain de conscience. Et de te fabriquer des corps artificiels qui fonctionnent. C'est quoi ce délire? Bon, bref. Donc les méchants reviennent, et cette fois-ci ils reviennent pour mettre des colonies, parce que pour que les humains viennent vivre sur Pandora. Et donc ils trouvent rien de mieux à faire plutôt que de dire hey, viens on fait la paix, on négocie, non on va tous vous baiser et on prend toute la zone, niquez vos mères. Bon, je sais que c'est pour le propos anticolonialiste, machin, milieu chouette, d'accord, mais au bout d'un moment, il y a un problème, ça fait juste trop, on est les méchants, on est trop méchants, à grou-grou, tu vois. Bon, après, ça essaye de donner de la nuance à ça, parce que le personnage de Quaritch retrouve son fils, qui n'est pas tellement son fils, du coup, parce que l'autre n'est qu'une copie de l'ancien Quaritch. Si c'est vraiment Quaritch, ça se trouve, s'il s'appelle pas comme ça, je me tape la honte. Mais je crois que c'est ça. On va l'appeler Quaritch, rien à foutre, vous corrigez dans les commentaires. Et il a une relation avec le gamin, et tu vois que ça l'humanise un petit peu. Mais, à côté de ça, tout le monde est caricatural, quoi. Même les pêcheurs qui pêchent les toulkouns, je sais pas quoi, j'appelle ça les toutouks, mais c'est pas des toulkouns, les grosses baleines, soi-disant super intelligentes. L'autre, il fait, je m'en bats les couilles, viens, on la chasse, cette pute, avec son bébé. il fait des dingueries. Bon, la scène, c'était montré que, ouais, c'était cruel et tout, la scène est très dure, hein, de la chasse au toulkoun, là. Mais c'est caricatural, quoi. Le mec, il est en train de se marier, il manquait plus que le cigare. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vas-y, plante-lui un harpon explosif dans le cul à cette pute. C'est un peu exagéré, quoi. Il n'y a pas de nuance. Bon, il y a la nuance, il y avait le scientifique qui est là, qui est alcoolo, parce qu'il se rend compte qu'il tue des êtres conscients, vraiment. Hein, parce qu'ils le disent, juste après, quand ils explorent pour lui piquer sa substance, là, ils disent, ouais, ces trucs-là sont plus intelligents que nous. En fait, ils ont la musique, ils ont les arts, ils ont la philosophie, je veux dire, c'est vraiment des vrais êtres conscients. C'est des animaux, certes, mais c'est vraiment des vrais êtres intelligents comme nous, plus intelligents que nous, même plus sensibles que nous. Et après, il lui plante le truc, il enlève la substance, et il sort une dinguerie. Genre une injection de ça stoppe le vieillissement pour toujours. Et là, j'ai bugué, je fais, mais attends, mais qu'est-ce que tu me racontes là, frérot, là? Donc vous pouvez... Attends, on va poser les bases, parce que... Encore une fois, je chipote, je sais, je chipote, mais vous êtes capable de fabriquer des corps organiques à partir de zéro. Vous êtes capable de cloner des consciences. Et en plus, vous êtes capable de stopper le vieillissement. Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre de Pandora? Putain de merde! Pourquoi? Mais pourquoi, en fait? Vous avez un niveau de technologie, mais que même dans les plus grands délires de science-fiction, ils ont pas, en fait. Que dans Star Trek, t'as la téléportation. T'as le déplacement super luminique, t'as le voyage dans le temps, mais t'as pas le copiage de conscience et t'as pas le stoppage de vieillissement. D'accord? Donc vous avez les éléments pour devenir une civilisation de niveau 4 ou 5, mais non, vous allez quand même aller faire chier les navis pour un bout de terrain. Mais n'importe quoi. À partir de là, bon, je suis rentré dans l'histoire quand même, mais je me dis, mais attends, mais c'est débile! La technologie que vous avez, vous trouvez que ça à faire. Et d'ailleurs, s'ils peuvent arrêter le vieillissement, pourquoi le mec est vieux? Ils l'ont trouvé ça trop tard, quoi. Je veux dire, moi, avant de me faire les 80 millions, j'en ai rien à foutre des 80 millions par goutte, là. Je me l'injecte, le bordel, après on discute. Je veux dire, vous avez tout ce qu'il faut pour l'immortalité, là. Techniquement. Et tout ce que vous arrivez à faire, c'est arriver avec des exosquelettes pour cramer une forêt.
Alors ça fait peut-être partie du propos, que les humains sont débiles, mais là vous avez tout ce qu'il faut pour créer une utopie, là, et vous faites que de la merde, c'est... Waouh! Et ça va perdre contre des schtroumpfs de 2 mètres avec des arcs et des flèches? C'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi! En vrai, non mais en vrai, t'as ce niveau de technologie, t'arrives, tu secoues une bouteille d'un virus, tu jettes, t'attends, c'est bon, tu ramasses. Pourquoi ils se font chier à aller aux flingues et aux exosquelettes? C'est débile, ça devient débile, je suis désolé, ça devient débile. Oui. Voilà, je suis parti en digression. Revenons à l'histoire. L'histoire est plutôt sympa, c'est-à-dire que les humains reviennent, donc Jacques Sully et les Omaticaya repartent en guérilla contre eux pour empêcher leur expansion et leur dire barrez-vous de notre planète. Et Quaritch revient, et cette fois-ci ils ont des corps d'avatar, donc ils peuvent accéder aux endroits où se planquent les Omaticaya pendant la guérilla. Et ils visent particulièrement Jacques Sully pour se venger, et aussi parce que c'est le chef de la rébellion, donc ils se disent que s'ils le mettent la main dessus, la rébellion va s'arrêter. Et il veut particulièrement s'en prendre aux enfants de Jacques Sully. Donc Jacques Sully fait, bon, si on reste là, on devient des cibles et on met en danger tout le monde. Du coup, on va se barrer dans le clan aquatique, là, pour se planquer. Bon, d'accord. Sauf que c'est débile, parce que vous êtes déjà en guerre, en fait. Vous êtes déjà en guerre. Avant que Quaritch arrive, vous étiez déjà en guerre, et les mecs vous cherchaient déjà. Je ne comprends pas exactement le fait que Quaritch se pointe, qu'est-ce que ça change dans l'équation? Si c'est un avatar, il peut monter sur des dragons et venir jusqu'à vous, mais ça change rien. Le postulat de départ ne change pas. Vous êtes en guerre. Donc pourquoi tu vas te planquer ailleurs? Au pire, j'aurais compris. Il dit, vas-y, je mets ma famille à l'abri. Voilà, il va les mettre dans le clan des vagues, là. Et je retourne au charbon. Là, j'aurais compris. Mais là, non, il se barre, il les laisse... En fait, je vous ai dit de vous rebeller contre les humains, mais en fait, ça devient trop chaud, je me casse, démerdez-vous. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Ce qu'ils nous ont pas expliqué, est-ce que les Omaticaya continuent la guérilla sans lui, ou ils ont dit non, c'est bon, arrête. Pousse. Faites cramer votre forêt, nous on reste dans notre coin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas été expliqué. Donc, et même toutes ces ressources pour choper Jacques Sully, alors que c'est pas la mission de base, le gars, a priori, s'il s'est barré et que la rébellion s'est arrêtée, bah en fait on s'en bat les couilles, continuez à créer votre colonie et puis tant pis, tu vois. Et surtout, même si vous tuez Jacques Sully, ça veut pas dire que les Omaticaya vont pas rentrer en guerre de toute façon. Donc c'est juste ce point-là, encore une fois, c'est juste pour pinailler, hein, mais c'est juste ce point-là, j'ai pas trop compris en fait. En fait, c'était un prétexte, parce que James Cameron s'est dit putain, en fait, Avatar ça aurait été mieux dans l'eau, dans le 1, et il avait pas la technologie pour le faire apparemment, donc il a dit bah dans le 2, on va un peu reboot le bordel, et on va les faire devenir des gens de l'eau, parce que après, à partir de là, en fait, ça doit être la première heure du film, à partir de là, sans vouloir faire ma mauvaise langue, sans vouloir être mesquin, bah en fait, les 2 heures d'après, c'est Avatar 1, mais pas avec les mêmes personnages. C'est-à-dire que t'as Jacques Sully qui est toujours là, sa femme est toujours là, mais en fait, c'est les gosses de Jacques Sully qui se retrouvent à découvrir comment vivent les Metaniaki, je sais pas quoi, Metiaki, mais les mecs de l'eau, qui sont d'une autre couleur. Et ils découvrent leur culture, ils découvrent comment ils peuvent se déplacer sous l'eau, ils apprennent plein de trucs, la spiritualité, tout ça. Ils découvrent, comme Jacques Sully découvrait à l'époque dans l'Avatar 1, c'est plus ou moins la même chose. Et t'as l'histoire du fils cadet qui se lie d'amitié avec un Tulkun renégat, dans une scène plutôt stylée, hein. Franchement les scènes sont plutôt jolies, c'est très contemplatif. La scène où il se fait chasser par un poisson est super cool. C'est intéressant, c'est un peu de la redite, parce que en vrai c'est vraiment la même structure que le premier finalement. Mais c'est plutôt intéressant, et puis en même temps tu suis un peu plus de personnages, tu suis aussi la Sigourney Weaver, la fille de Sigourney Weaver, j'ai oublié son nom, je suis désolé, j'y galère déjà avec les mangas, donc laisse tomber, qui se découvre qu'elle a un lien avec la nature un peu plus et tout. En même temps, t'as l'histoire du jeune Spider, je crois que c'est ça, Spider et Quaritch, donc t'as un peu plus de, comment dire, on a un peu plus d'arc narratif que dans le premier. Et puis au bout d'un moment, tout ça se rejoint évidemment dans un climax en apothéose, mais qui repose encore une fois sur la connerie du fils cadet, qui décide d'aller voir son pote Tulkun pour le prévenir qu'il y a un danger, mais qui emmène toute sa famille avec lui, y compris les plus jeunes enfants, alors qu'on lui... C'était la 4e fois dans le film, on lui dit « Mais arrête, vas-y tout seul, ou vas-y juste avec ton grand frère, et régler le problème !» Pourquoi tu amènes les gamins, bordel? Et donc,
Ce qui nous amène dans un climax qui est franchement très très stylé avec le Tulkun qui monte sur le bateau, qui, vas-y, en fait, parce que les Tulkuns sont très puissants, mais ils sont pacifiques. Et ça, c'est un des messages du film aussi qui était déjà dans le premier, mais qui est un peu plus accentué ici, c'est que face à un mal qui ne veut pas plier, qui ne veut pas comprendre, la seule solution, c'est d'être aussi radical que lui, et c'est donc de se battre, et c'est ce que Jacques Souly va apprendre dans ce film, finalement, parce qu'il essaye de fuir le combat pour préserver sa famille, mais au final, le danger les rattrape quand même, et les rattrapera toujours. Et d'ailleurs, dans l'opération, il perd son fils aîné, qui meurt. Bon, ça pareil, cousu de fil blanc. On l'a vu tout de suite qu'il allait clamser, lui. T'étais obligé qu'il allait clamser. Parce que l'accent était tellement mis sur le cadet que l'aîné obligé d'aller clamser. Parce que l'aîné n'était plus... comme l'aîné avait une relation plutôt bien avec son père. Donc il n'y a pas grand-chose à raconter sur l'aîné. Alors que le cadet, il est un peu en conflit, il est un peu le paria, il est un peu l'enfant terrible. Donc c'est plus intéressant de construire dessus. Donc, il fallait buter. Si quelqu'un devait crever, c'était forcément le fils aîné. Donc ça, je l'avais vu un peu venir, mais c'est pas grave. En tout cas, la mort est très triste, ça fonctionne. La réaction à ça est ouf. Enfin, je trouvais la dernière partie où Jacques Souly et sa femme passent en mode vas-y, commando. C'est bon, on arrête là les trucs de hippie, à prier la mère, machin. Non, non, on va tous vous buter. Et la scène d'action est vraiment stylée. Hein. Comment il les bute tous, tu vois sa femme qui devient complètement tarée et tout. Ils font peur, quoi. C'est franchement, c'est vraiment trop bien fait. Niveau émotion, ça fonctionne évidemment. Même le fils cadet finit par se révéler un petit peu et se rapprocher de son père et de ses parents et de montrer que, en fait, c'est juste une mésentente et que s'ils prennent le temps de s'écouter, en fait, ils se comprennent. Voilà, c'est beau, c'est profond et tout. Le petit Spider, ce fils de pute qui va sauver Quaritch alors que c'était fini. Il le sauve, il le sort de l'eau. Bon, il est balèze quand même, parce que, ok, il est dans l'eau, mais un avis, ça doit peser un petit 400 kilos, quoi, parce que les mecs, ils font 2,50 m, hein. Et là, le petit gamin qui arrive à le traîner, je fais, bon, allez, pourquoi pas. Après, la gravité est peut-être moins élevée sur Pandora, je sais plus, mais admettons, si on commence à tout expliquer, on n'en finit pas non plus, mais en tout cas, j'aime bien ce message un peu radical, bon, un peu facile, de mode, hey, méchants corporatistes, méchants humains qui polluent, faut leur niquer leur mère pour qu'ils arrêtent. Bon, c'est un peu radical, mais c'est intéressant de voir comment tout ça va évoluer dans les prochaines suites, parce qu'apparemment il va faire 5 ou 6 films. Je suis très curieux de voir, surtout de voir à l'inverse, que là on voit les humains qui vont sur Terre. Je pense qu'à un moment donné, les navis vont se dire, bon, ils nous ont fait chier chez nous, on va peut-être les faire chier chez eux. Là, ça pourrait être super intéressant, parce que si tu prends les navis qui arrivent à assimiler à la technologie humaine tout en restant respectueux de mère nature, ça peut donner une civilisation de fou, hein. Ça peut donner une civilisation de fou. Imagine les navis, ils arrivent à prendre le copiage de conscience. Ils peuvent déjà le faire avec les arbres, là, avec leur éwa, ils peuvent déjà le faire. Ils arrivent à être en phase avec la nature, plus la technologie, mais on est baisés, hein. Les humains sont baisés. Donc ça peut être super intéressant. Donc en tout cas, le film était très joli, l'histoire est cool, même s'il y a des trucs, bon j'ai pinaillé, mais il y a des trucs qui sont un peu bizarres quand même, parce qu'encore une fois, quand t'as une technologie pareille, qu'est-ce qu'on a à foutre de... Alors, ou peut-être que moi, il y a un truc qui m'échappe, mais franchement, j'ai une technologie pareille, qu'est-ce que j'en ai à foutre de... Je comprends pas, t'as l'immortalité en fait. Qu'est-ce que je m'en branle? T'es capable de créer des corps, tu peux recréer la nature en fait. Je comprends pas en fait pourquoi ils peuvent pas recréer la nature. Enfin bref, admettons. Mais en tout cas, le film est cool, franchement, c'est un grand spectacle. Je me suis pas ennuyé. Il dure 3h10, 3h30, je sais plus. Je me suis pas ennuyé, j'ai pas trouvé le temps long. Les musiques, bon, c'est les mêmes que dans le 1, a priori, sont très bien aussi. Effets spéciaux stylax. Plusieurs arcs narratifs intéressants, notamment avec Quaritch, qu'on reverra certainement dans le 3. Non, franchement, c'était très cool. Je suis pas déçu. En fait, j'attendais rien de spécial du film. Donc j'ai été agréablement surpris pour le coup et j'ai kiffé. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus, à part vivement les suites, en espérant qu'on n'attende pas 12 ans pour les suites. Et je pense que j'essaierai de le revoir dans de meilleures conditions. Parce que je pense que je suis passé à côté de la claque visuelle. C'était très beau, encore une fois, la 3D est très réussie. Mais j'ai l'impression que j'ai pas eu toutes les informations visuelles que je devais avoir. Donc je suis très curieux de le revoir, éventuellement en 4DX ou en salle AS, ou je sais pas. Mais en tout cas,
il faut que je le revoie avec... En plus, je vais avoir mes nouvelles lunettes. Ouais, je te raconte ma vie. Je vais changer de lunettes, là, prochainement. Donc, j'aurai une vue incroyable. Donc, je veux kiffer le film visuellement. J'irai certainement le revoir. Bref, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Message écolo plutôt pertinent, même si les méchants sont montrés un peu de manière caricaturale. L'arrivée des humains sur Terre, tu dis, ouais, c'est quoi ça? C'est bon, quoi. Même la générale, vas-y, on chope un mec, on le torture, même si c'est un gamin de 10 ans. Ouais, mais on le torture quand même, il a des informations. Et ça suffit, quoi. Même quand ils vont... Il y a même j'ai pas trop parlé des méchants en fait. Même quand ils vont à la chasse aux baleines et qu'ils vont d'île en île, d'archipel en archipel pour sauver Jacques Sully, ils arrivent. Il est où Jacques Sully? Bah on sait pas. Ah ils savent pas. Bah on crame tout. Mais pourquoi tu crames tout? Tu gagnais quoi de faire ça? De dire là en fait, même d'un point de vue colonisateur, c'est caricatural. Je veux dire, c'est pas comme ça que tu mets le but quand tu veux conquérir un pays, c'est de pas t'attirer le peuple sur ta gueule, c'est de montrer non mais rejoignez-nous, on est gentils, on vous montre les avantages, même si c'est pour les niquer derrière, mais au moins tu fais semblant. Là c'est non, on est les méchants, pff, on vous crame, obéissez. C'est un petit peu trop caricatural pour moi, surtout qu'aujourd'hui, enfin tu m'aurais sorti ça se passe en 1700, je dis vas-y les gens étaient cons, enfin pas forcément mais ok, mais aujourd'hui... Tu veux coloniser un truc, bah t'essayes de la mettre en glissade, tu vois, tu fais pas genre on crame tout, c'est débile. C'est parce que là t'es plus dans la colonisation, t'es dans l'extermination, t'es dans le génocide. Donc t'es un con. Alors que si les navis sont de ton côté, ils vont te donner tous les bons plans de la planète, il y a moyen de faire un vrai truc en fait. Donc je trouve ça un peu débile, mais en même temps il faut qu'il y ait des méchants. Donc dans tous les cas, voilà. Parce que ça aurait pu être plus intéressant qu'il y ait une vraie paix qui s'installe entre les humains et les navis. Et qu'il y ait comment dire, il y ait des extrêmes qui se foutent sur la gueule. Que tu vois du côté Navi qui sont non, on refuse les humains, et du côté des humains, t'en es qui seraient genre non mais ces putains de Navi, c'est une sourasse, faut les tuer, tu vois. Ça aurait peut-être été plus intéressant, ça aurait peut-être laissé plus de place à la subtilité et à la nuance, or que là il y a zéro nuance là pour le coup. Même s'ils essayent d'humaniser Quaritch, globalement, ok on voit qu'il aime bien son fils, mais globalement ça reste une pourriture, tu vois. C'est pas genre, oh mais il est peut-être sympa, non, c'est un fils de pute de A à Z. C'est juste qu'il a de l'affection pour son fils. Bon d'accord, ça n'empêche pas que c'est un fils de pute et que ça reste un méchant un peu caricatural. Bref, c'est à peu près le seul ultime reproche pertinent et qui est pas du pignaillage pour le coup que j'ai à faire sur le film. À part ça, j'en ai pris plein la gueule, j'ai kiffé ma race. Voilà, j'ai pas regretté mon popcorn et mes 20 balles pour payer ma place. Bon, j'ai payé la place de ma femme aussi parce que voilà. Attention, bref, mais voilà, ça m'a coûté, j'ai pas regretté mon billet, j'ai pas regretté ma soirée, c'était cool. Donc voilà, Avatar 2, c'était très bien. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je vous laisse mettre un pouce bleu, petit commentaire de ce que vous avez pensé du film, ce que vous avez pensé de cette review. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro. Oui.